Merci Marie. Merci aussi aux producteurs laitiers de me donner la possibilité de venir vous parler de ces très beaux résultats, tout le monde à table. Même si il date de... en fait, le sondage a été fait en 2010-2011. Je crois que c'est tout à fait pertinent d'en parler aujourd'hui. J'espère, en tout cas, le but de cette présentation-là, c'est que vous repartiez avec peut-être des idées de stratégies, d'activités, d'actions que vous pourrez faire localement pour essayer d'outiller les parents, les familles pour éventuellement en arriver à notre but de transmettre les habiletés culinaires et faire en sorte que les gens cuisinent à la maison et mangent en famille. J'ai une petite correction à faire. On m'a gentiment, dans le programme, on m'a donné une promotion. C'est marqué professeur à l'Université de Montréal. Non, je ne suis pas professeur. Donc, juste, je voulais rectifier la chose. Alors, ceci étant dit, le projet, donc, Tout le monde à table, a été bien sûr piloté par Extenso et il a été fait en partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde et l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Et nous avons eu également une firme de relations publiques là, tout au long du projet. Le projet a été rendu possible grâce à l'appui de Québec en forme, donc comme bien des projets ici présentés aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter Québec en forme. La mission comme telle de Tout le monde à table était vraiment de ramener l'alimentation au centre de l'intérêt, au cœur des préoccupations des familles québécoises. Donc, on voulait que les gens jasent du repas. On voulait connaître comment se passait le contexte du repas familial dans les familles québécoises. Bien sûr, les nutritionnistes, habituellement, on a envie de vouloir examiner le contenu de l'assiette. Hein. C'est souvent ce qu'on fait. Nous, on sait que ça se fait, que ça s'est fait, que ça se fera encore, et c'est important d'avoir cette information. Mais avec tout le monde à table, on a voulu connaître ce qui se passe au niveau des comportements, tout ce qui entoure le repas familial dans les familles où on a des jeunes enfants, c'est-à-dire entre 0 et 12 ans. Donc, on est allé questionner les jeunes, les familles. On s'est intéressé, on les a nommés nos nouveaux 3P, parce que vous savez qu'en nutrition, on parle souvent de pain, pâte, patate, là, mais on a voulu réinventer les fameux 3P parce qu'on en a marre de ces fameux pain, pâte, patate. Alors maintenant, on parle de dans le cadre de Tout le monde à table, on a voulu connaître ce qui se passe au niveau de la planification, de la préparation et du partage des repas en famille. Donc, c'est nos 3P et c'est là-dessus qu'on s'est concentré là, pour interroger les familles. Donc, nos clientèles rencontrées, donc, ce sont les enfants en tant que tels de 0-12 ans et leurs parents. Et également, dans un autre volet, on a interrogé les adultes qui entourent les enfants. Et peut-être que vous avez vous-même été interrogé en tant qu'hygiéniste dentaire et infirmière. On a fait des sondages, mais aujourd'hui, je ne vais pas traiter de ces résultats-là. Alors, les objectifs de ce projet, les objectifs qu'on a atteints, donc on a obtenu au total 32 000 réponses, que ce soit des réponses de parents, de jeunes enfants ou de parents d'enfants plus vieux ou encore d'enfants au total. Donc, 32 000 réponses au total. Et là-dedans, 11 583 réponses de parents du groupe cible, c'est-à-dire des parents qui ont des enfants de 0-12 ans. On s'est adressé également à plus de 5 000 enfants, ce qui est quand même un gros échantillon. Et la portée médiatique du projet a été de plus de 32 millions. Ça veut dire que la portée médiatique, ça veut dire qu'il y a 32 millions de fois qu'un individu ait pu lire, entendre parler ou lire ou entendre parler, je pense que c'est ça finalement, du projet. Donc, la portée médiatique a été assez grande. Et avec toutes ces données, donc on a écrit 16 rapports régionaux et un rapport national. Bon, alors, vous avez vu les clientèles qu'on a interrogées. Comment on a fait pour les interroger? Donc, à travers, bien sûr, le site Internet de Tout le monde à table. Donc, on avait des sondages du mois à travers les médias sociaux. Également, on a envoyé 6 500 cartes postales dans des centres de la petite enfance pour questionner les parents de jeunes enfants. Et également, on a développé un vote fictif, un vote nomade qu'on appelait, où on demandait aux gens de voter pour la valeur qu'ils aimeraient voir apparaître dans la société, et on leur en nommait quelques-unes, on va le voir tout à l'heure.
Alors, alors voilà un peu ce que... Mais la plupart des résultats, en fait, ont été obtenus à l'aide d'une tournée pan-québécoise. Les animateurs ici, donc, il y avait 2 animateurs de l'Institut du Nouveau Monde et il y avait un coordonnateur, là, que vous voyez dans la photo. Et il y a également une nutritionniste de chez Extenso, Julie Aubic, qui ont parcouru les 16 régions du Québec pour aller interroger les gens, les jeunes familles, dans des lieux publics, donc des lieux où se rassemblaient, où il y avait des fêtes de municipalité, des fêtes de famille, bon, des fêtes, ça pouvait être aussi dans la rue, des fêtes locales, très locales. Donc, nous, on était au courant de ces événements-là et on allait les rejoindre directement. Donc, on allait les voir directement, donc on les laissait pas venir à nous. Et le fait que les animateurs soient costumés comme ça rendait le sondage ou les questions de façon beaucoup plus... C'était plus ludique, moins gênant pour les gens de venir nous donner vraiment leur avis, donc ils ne se sentaient pas jugés. Donc, c'est la raison pour laquelle les animateurs étaient costumés. Ce qu'il faut que je dise à ce stade-ci, c'est que, évidemment, on a questionné seulement les gens qui étaient présents aux événements où on est allé. Donc, on ne peut pas extrapoler à l'échelle du Québec les résultats qu'on a obtenus à l'aide de cette étude-là. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le projet Tout le monde à table, la collecte de données, donc on appelle ça de la mobilisation citoyenne, c'est une collecte de données qui a été très unique à Tout le monde à table, qui se démarque des collectes de données qu'on dit traditionnelles en santé publique. Donc, Tout le monde à table, ce n'est pas une étude épidémiologique, mais bien une étude qualitative. Donc, on est allé sonder les gens. Ce n'est pas une étude épidémiologique telle qu'on les connaît ou qu'on est habitué d'entendre parler en santé publique. Alors, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de partir en tournée, on a fait faire un sondage par Léger auprès de 1510 parents de notre groupe cible, donc qui ont des enfants de 0-12 ans, à travers le Québec également, parce qu'avant de partir, on voulait avoir quelques informations pour savoir si on n'était pas dans le champ avec nos questions. Alors, la première des choses qui était rassurante à voir, c'est que le repas en famille est considéré important par la majorité des familles. Et pourquoi c'était considéré important? C'était vraiment plus au niveau affectif, là, parce que c'est un moment de partage, de connaissances. Et ce qui est intéressant ici, que vous voyez dans le coin à droite, c'est que plus l'importance accordée au repas augmente avec le nombre d'enfants. Peut-être qu'on prend plus le temps de s'asseoir en famille lorsqu'on a plusieurs enfants, tandis qu'avec moins d'enfants, bien, on a tendance à plus manger de façon individuelle, et ça, on l'a vraiment bien observé par la suite. Donc, le repas est important pour 82 % des familles, mais il y en a tout de même le 2/3 qui souhaitent apporter des changements. Donc, ils sont conscients que ce n'est pas parfait et qu'il y a certainement des choses à changer ou à améliorer. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, toujours avec notre sondage léger, mais on a demandé aux parents, par rapport aux compétences et à la transmission des habiletés culinaires ou des compétences culinaires, on a demandé aux parents interrogés, vous, quand vous étiez petit, à quelle fréquence vous avez vu vos parents cuisiner des repas faits maison? Et 80 % nous ont répondu à tous les jours. À tous les jours, ils arrivaient de l'école et ils avaient des repas préparés, faits maison par leurs parents. Maintenant, on leur demandait, et vous, qu'en est-il? Et c'était la moitié moins fréquent. Donc, maintenant, les parents d'aujourd'hui cuisinent 2 fois moins. Donc, les enfants de ces parents-là, donc les enfants actuels, voient moins souvent leurs parents cuisiner et sont moins exposés aux repas cuisinés maison. Ah bon, ça, c'est une autre donnée qui était intéressante, là. Donc, on cuisine de moins en moins, mais reste que quand on demandait d'évaluer les habitudes alimentaires, leurs habitudes alimentaires, les Québécois ont tendance à évaluer leurs propres habitudes comme étant meilleures que celles du reste du Québec. Donc, les familles, ils s'évaluent quand même bien. Donc, c'était le 8 sur 10. Puis, quand on demandait comment vous évaluez le reste du Québec, bien, ils le mettaient à 6 sur 10. Donc, le syndrome du pas dans ma cour, là, où c'est la même chose avec le sodium. On sait que tout le monde a un problème, mais moi, j'en ai pas. Donc, c'est assez cocasse. Alors, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qu'on a remarqué aussi avec les derniers résultats du sondage léger, c'est que les familles avec les enfants plus vieux, donc plus les enfants vieillissent, moins le repas en famille se fait fréquemment.
Et c'est la même chose, donc quand il y a moins d'enfants dans la famille, le repas se prend beaucoup plus de façon individuelle. Donc, c'est intéressant à se rappeler. Alors maintenant, là, je vais vous montrer vraiment les résultats de tout le monde à table. Donc, vous vous rappelez nos 3 P, planification, préparation, partage. Donc là, on est dans la planification. On voulait savoir comment les familles planifient leur repas. Et ça, ici, vous avez... Donc, comme je vous disais, c'était ludique. Non seulement nos animateurs étaient costumés, mais on ne questionnait pas avec une feuille de papier blanc comme ça, très sérieux, là. Bon, alors, c'était des jeux. Donc, on a inventé des jeux. Donc là, voilà un exemple. Donc, c'était une valise et les gens avaient 8 jetons dans les mains et ils devaient répartir les jetons selon ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient à la dernière minute pour la préparation du repas. Donc, selon le nombre de jetons qu'ils mettaient dans chacune des catégories, mais c'était calculé. OK? Donc, la question, c'était, il est 17 heures et vous n'avez rien de prévu pour souper. Quelle est généralement votre solution? Mais avant de savoir les solutions, on leur demandait, bon, est-ce que ça vous... il est 5 heures là, et vous ne savez pas ce que vous allez manger pour souper. Est-ce que ça vous arrive? Première des choses. Donc, la plupart nous disaient oui. Et là, on leur demandait à quelle fréquence ça vous arrive. Alors, les parents d'enfants de 0-12 ans, donc 44 des parents, ne savaient pas ce qu'ils mangeaient à 17 heures, là, 3 fois et plus par semaine. Okay? Donc, il est 5 heures, puis on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va manger, puis ça arrive 3 fois et plus par semaine, ce qui est quand même beaucoup au niveau de la planification. Ceci étant dit, après ça, on leur demandait, puis là, évidemment, il n'y avait pas de zéro jugement là, quand on posait ces questions-là, et on leur demandait, bon, alors ça vous arrive 3 fois et plus par semaine, qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Alors, vous allez voir en bleu pâle, est-ce que j'ai un pointeur? Je n'ai pas de pointeur, hein? OK. Donc, en bleu pâle, on voit que dans 38 des cas, les parents qu'on a rencontrés nous disaient improviser avec les ingrédients qu'ils ont sous la main. Bon, ben moi, je considère que c'est quand même une bonne nouvelle pour ces parents-là, parce que ça veut dire qu'il y a tout de même eu une certaine planification dans le garde-manger, dans le frigo, dans le congélateur, et qui savent se débrouiller avec ces ingrédients-là, puis concocter un repas pour la famille. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, une fois sur 4, donc 24 ont recours à des repas de l'extérieur, que ce soit du resto, plat préparé ou plat prêt à manger. Donc, une fois sur 4. Et une fois sur 5, ils vont à l'épicerie à 5. Rappelez-vous qu'il est 5 heures, là, et qu'on s'adresse à des familles qui ont des enfants de 0-12 ans. Il est 5 heures, on vient d'aller probablement à la garderie ou à l'école, on a les enfants avec nous, il faut aller à l'épicerie. On se dépêche, on est pressé, il faut rentrer à la maison, il faut cuisiner. Donc, ce n'est peut-être pas l'idéal non plus. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, on en arrive à ces constats-là, puis on n'est pas vraiment étonné de voir ça, mais là, on a des chiffres. C'est multicausal, hein. Je pense on peut mettre ça sur le dos de la vie moderne, c'est les impératifs de la vie moderne. Les 2 parents travaillent, il y a de plus en plus de produits déjà préparés sur le marché. Donc, tout ça fait en sorte, le temps, donc on manque de temps, tout va vite. Tout ça fait en sorte que les parents ont moins d'occasions pour mettre en pratique leurs compétences culinaires. Il est clair aussi qu'il y a eu une transformation au fil des années avec ces nouvelles données-là, je pourrais dire. Là. Il y a eu une transformation des priorités familiales. C'est comme si le repas familial n'était pas une priorité aussi grande qu'elle ne l'a déjà été. Et ça se répercute par ce qu'on voit là, donc que les gens ne planifient pas et qui sont très souvent à la dernière minute pour préparer le repas et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont préparer. D'un point de vue de nutritionniste, bien sûr, il y a des répercussions nutritionnelles au fait d'être à la dernière minute. Si on ne sait pas quoi faire, on n'a pas le temps d'aller chercher dans les magazines puis d'aller voir sur Internet, trouver une recette. Il est rendu 5h30, on est rendu à la maison. Les enfants ont faim. On leur donne peut-être des collations pour faire patienter. Ils vont moins manger au repas. Donc, sans parler du stress, là, du fameux 5 à 7, je pense que les parents s'ajoutent un stress énorme. Ça devient un peu chaotique encore plus cette période-là qui est déjà assez, je dirais, pas évidente, là. Bon. Donc, c'est un constat qui n'est peut-être pas très, très joyeux. Maintenant, on leur a demandé, bien,
quels sont vos obstacles à manger sainement? On en a aussi parlé, Christina. Il y a aussi d'autres conférencières qui ont parlé de ce fameux manque de temps. Donc, que ce soit un manque de temps réel ou perçu, les parents, c'est le premier argument qui leur vient en tête, on manque de temps. Bon. Si on regarde les autres obstacles, on voit le coût, le budget, les idées, les inspirations. Mais comme je viens de le dire, quand on est à la dernière minute, c'est sûr qu'on manque d'inspiration, là, parce qu'on est à minuit moins une. Là. Donc, on n'a pas d'idées. Les goûts et caprices des membres de la famille, l'offre alimentaire, les horaires de travail ou d'activité. Donc, ça compte comme un obstacle. Et les connaissances culinaires, pour 10 des parents, c'est un obstacle à manger sainement. Bon, si je résume cette diapo, moi, ce que ça me dit, c'est que les parents qui ont des enfants de 0 à 12 ans, quand on leur parle de manger sainement, ce que ça veut dire pour eux, c'est que c'est long, c'est compliqué, ça coûte cher. Puis, en plus de ça, il faut que je prenne en considération les goûts de tout le monde, l'offre alimentaire, et en plus de ça, je n'ai peut-être pas les compétences pour faire tout. Donc, ça ne me paraît pas très joyeux, là. Tu sais, l'image que les parents ont de se faire de manger sainement, quand on sait très bien que de manger sainement, ça peut très bien être une omelette avec des brocolis ou autres légumes, là, des haricots sautés, puis on a un repas rapide, sain, et ça n'a pas été compliqué, puis c'est pas coûteux. Mais on n'a pas cette image-là. En fait, les parents qu'on a interrogés ne l'avaient pas. Alors, ça, c'est un peu mon image de la Wonder Woman, là, mais maintenant, on peut mettre aussi les hommes parce que je pense qu'ils sont aussi dans la même situation. Donc, il faut peut-être outiller les parents et c'est ce qu'on va voir éventuellement. Donc, par rapport à la planification, on a vu qu'il y a certainement, avec ce que les parents nous ont dit, il y a certainement des interventions qu'on peut faire, peut-être leur démontrer que c'est possible de planifier, préparer et servir en peu de temps des repas sains et économiques. C'est possible aussi que l'industrie a son rôle à jouer, peut-être améliorer l'offre alimentaire pour aider les parents parce qu'il faut être réaliste, là, de temps en temps, on a recours, tout le monde ici, à des repas préparés, mais d'avoir une meilleure offre alimentaire. Donc, l'industrie a son rôle. Fournir des conditions propices à l'apprentissage des compétences culinaires et peut-être aussi fournir aux parents des conditions de conciliation travail-famille plus adéquates. Alors voilà pour la planification. Si on regarde un peu la préparation, pardon. Donc, on demandait aux parents quel serait votre scénario idéal de préparation de repas et leur scénario catastrophe. Qu'est-ce qui peut arriver de pire quand vous êtes en train de préparer le repas du soir? Donc, quand on regarde leur scénario idéal, en fait, l'ambiance est agréable. Ils sont soit seuls ou soit accompagnés, mais ça paraît paradoxal, mais c'est comme si quelqu'un travaille dans la cuisine puis qu'il a de l'aide qui ne l'aide pas vraiment, bien, il veut être tout seul, puis vice-versa. S'il est toujours tout seul, il souhaiterait avoir de l'aide. Fait que bon, ça dépend de la situation dans laquelle le parent se trouve. Mais sinon, il souhaite d'être dans une ambiance agréable, d'avoir bien planifié. Donc, étonnamment, quand même, il voit que qu'ils devraient le faire, là, parce qu'ils sont conscients que ça les aiderait. Mais dans la réalité, ils ne le font pas toujours. Donc, avoir planifié et avoir du temps. On n'est pas surpris de ça. Et d'avoir des plats rapides à préparer. Dans le scénario catastrophe, bien, ils sont pressés, bien, ils ratent ce qu'ils font. Bon, ça, c'est... les enfants doivent faire de la discipline parce que les enfants rôdent pendant la préparation du repas. Donc, vous voyez que là, probablement que les parents se situent un peu entre les deux. Donc, ce n'est pas rose-rose pendant la préparation du repas. D'accord? Mais si ce n'est pas rose-rose pendant la préparation du repas, on a demandé aux parents, est-ce que vous demandez aux enfants de vous aider? Parce que ça pourrait être une aide utile quand même. Donc, les parents nous ont répondu à 69 oui, qu'ils demandaient l'aide des enfants, dans le cas des enfants plus vieux. Puis quand on a demandé aux parents d'enfants vraiment à la garderie, là, c'était un petit peu plus bas, probablement parce qu'ils pensent que ça ne peut pas être une aide, une vraie aide, là. Mais quand on a demandé cette question-là aux enfants, est-ce que vous cuisinez régulièrement avec vos parents? Donc, il y a seulement 44 des enfants qui nous ont dit cuisiner régulièrement avec leurs parents. Et quand on leur a demandé à ces enfants-là, bon, il y en a 44 qui cuisinent régulièrement, mais est-ce que tu souhaiterais cuisiner davantage avec tes parents? 80 nous ont dit oui. Donc ça, moi, je trouve ça très encourageant. Ça veut dire que les enfants sont intéressés, ils sont stimulés
c'est peut-être à nous de les utiliser un peu plus, tout en étant réaliste des conditions de notre fameux 5 à 7 parental. Les filles sont un petit peu plus intéressées à cuisiner davantage que les garçons. Et c'est la même chose par rapport, c'est drôle parce que ce qu'on a vu, c'est que les enfants plus jeunes, là c'était significatif, vous comprendrez pourquoi, parce qu'on a un gros échantillon, là, on a 5000 enfants, ça paraît peu la différence, mais les enfants plus jeunes cuisinent davantage et sont plus intéressés à cuisiner encore plus. Et moi, peut-être que vous avez d'autres interprétations, mais je me dis peut-être qu'avec les plus jeunes, on amène la cuisine vraiment plus comme un jeu. Hein, c'est quelque chose d'agréable. Viens, on va faire ça, puis c'est une activité le fun. Tandis qu'au fur et à mesure que les enfants vieillissent, peut-être que ça devient plus une tâche. Donc, le plaisir y est moins associé, mais il y a aussi le fait que les enfants ont plein d'autres activités aussi, probablement, qui jugent plus intéressantes. Mais c'est peut-être à nous aussi de réintroduire cette notion de plaisir et de jeu-là avec les plus vieux pour que ça perdure dans le temps, ce plaisir-là. On a demandé aux enfants qu'est-ce que vous cuisinez quand vous cuisinez avec vos parents et êtes-vous étonné d'apprendre que les desserts arrivent en premier lieu? Donc, c'est bien, hein, c'est bien de montrer à faire des desserts, faire des muffins, etc., mais il faut peut-être aussi penser à les éduquer à faire d'autres choses, là, parce qu'on ne se nourrit pas juste avec des desserts et des muffins. Donc, mais c'est probablement aussi parce que c'est une cuisine de fin de semaine. On fait plus des muffins la fin de semaine, et puis là, on appelle nos enfants pour qu'ils le fassent avec nous. Mais il faut juste peut-être avoir cette notion-là qu'il faut aussi qu'ils apprennent à faire des sautés de légumes, ou bon. Maintenant, j'en arrive à notre fameuse élection. Donc, là, vous ne voyez pas très bien, puis je ne vous nommerai pas tous les candidats électoraux qu'on avait inventés, mais là-dedans, bon, il y avait Kim La Jeunesse qui, elle, souhaitait un retour des cours d'économie familiale. On avait un autre qui souhaitait des meilleures conditions de conciliation travail-famille. On en a un autre qui souhaitait avoir une meilleure offre alimentaire dans les restaurants familiaux. Donc, on ait un menu plus élaboré que pogo, frites et hamburger, pizza pour les enfants. On en avait un autre qui souhaitait avoir une meilleure accessibilité aux produits locaux. Une autre qui souhaitait avoir une meilleure offre dans les lieux de loisirs, genre aréna, etc. Alors, quand on a demandé ce fameux vote nomade-là à nos participants, la première position a été attribuée à le retour du cours d'économie familiale. Pour notre population, c'est pour les parents. Non, pour les deux. En fait, le retour des cours d'économie familiale est arrivé en premier lieu, suivi de proche des meilleures conditions de conciliation travail-famille. Alors, bon, ça, c'est un peu la même chose. Là. Je vais juste revenir ici. Oups, non. Ici. Et tantôt, ça m'a fait rire, là, qui a fait un peu l'historique des cours d'économie familiaux? C'est qui? C'est Suzy, oui, c'est ça. Donc, avant 1997, donc ça appartenait à l'école. Après ça, l'école a écrit, hein, puis c'était vraiment noir sur blanc. Maintenant, non, on considère que ça appartient aux familles. Et puis là, là, les parents nous disent, non, on veut remettre ça dans le cours d'école. Bon, je pense qu'il va falloir un moment donné arrêter de jouer au ping-pong puis de se renvoyer la balle. Je ne pense pas que cette responsabilité-là du transfert des connaissances culinaires appartienne à l'un ou à l'autre, mais je pense que ça appartient à tout le monde. Chacun a son rôle à jouer en tant que parent, en tant qu'éducateur, et l'industrie a également son rôle, mais il faut assumer son rôle à un moment donné. Là. Donc, les parents ici, quand ils nous ont dit qu'ils souhaitent le retour des cours d'économie familiale, est-ce que c'est parce qu'ils réalisent eux-mêmes qu'ils peuvent difficilement transmettre les connaissances culinaires à leurs enfants? Peut-être. Est-ce par manque d'intérêt? On ne le sait pas. Par manque de temps? Alors, ça, ce serait des questions à répondre, mais reste que là, le constat est là. Alors, par rapport à cette section préparation du repas, donc on note, vous avez retenu que le plaisir de cuisiner pour les enfants était là. Il faut peut-être maintenir leur intérêt et les inviter plus régulièrement en cuisine. On en a déjà parlé, mais je vous rappelle les effets positifs des habiletés culinaires auprès des enfants, donc la confiance en soi, le sentiment de compétence, la découverte des aliments, l'expérimentation. Et on le sait qu'il y a une relation entre les compétences culinaires et les choix alimentaires des enfants et des adolescents dans un contexte familial.
Donc, il faut vraiment essayer de maintenir cette courroie de transmission-là parent-enfant, même si on sait qu'en ce moment, elle est en train peut-être de s'effriter, mais c'est peut-être le temps justement d'essayer de ramener ça un peu plus. Donc, on va en venir à notre troisième P brièvement. Donc, le partage des repas. Donc, on a vu que le transfert des connaissances ou des habiletés culinaires à travers la cuisine comme telle se fait de moins en moins, mais on sait que lorsqu'on partage un repas en famille, c'est un moment d'échange, bien sûr, mais c'est aussi probablement un moment d'éducation alimentaire. Sauf que ce qu'on voit avec les familles qu'on a interrogées, c'est qu'il y a seulement une famille sur deux qui est à table avec tous les membres de la famille. Donc, ce moment d'éducation alimentaire qu'on fait un peu sans s'en rendre compte, là, on va discuter de ce qu'on est en train de manger, de comment on a cuisiné telle affaire. L'enfant peut poser des questions. Coudonc, ça vient d'où les patates? Moi, j'ai eu ce genre de questions. Bon, alors, on fait de l'éducation, mais s'il n'y a personne d'assis en même temps, bien, cette éducation-là ne se fait pas. Et il y a un autre, visiteur à table aussi qui nuit à cet échange-là, qui est évidemment la télévision. La télévision, donc quand on a demandé aux familles, aux parents, une famille sur trois nous a dit que la télévision était présente, ouverte à l'heure du repas. Quand on a demandé aux enfants, par contre, directement, quand on a demandé est-ce que ça t'arrive souvent de manger ton repas du soir, donc pas une collation, pas le déjeuner le samedi matin, devant la télévision, 45% nous ont dit oui, ça m'arrive souvent. Donc, il y a quand même une différence entre ce que les enfants nous ont répondu et ce que les parents nous ont répondu. Il y a probablement plein d'explications, mais reste que quand même les parents nous disent, 1 sur 3 nous dit que oui, la télé est ouverte, bien, ça fait quand même beaucoup de monde. Et pendant que la télé est ouverte, bien, les échanges sont moins fréquents. Donc, l'éducation alimentaire se fait moins également. Alors, à retenir ici, donc c'est un moment important, privilégié, mais il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. La télévision, c'est certainement quelque chose sur laquelle on peut faire de l'intervention. Peut-être que les gens, on a beaucoup parlé de la télévision et du lien avec l'activité physique, mais le lien par rapport à l'alimentation se fait peut-être moins de façon évidente. Donc, rappeler les effets pervers de la télévision à ce moment-là. Puis je pense aussi qu'il faut peut-être redonner aux parents leur responsabilité de modèle, de modèle tant de ce qu'ils mangent à table comme modèle de cuisinier ou de cuisinière, modèle au niveau de la discipline. On a vu que c'était un des obstacles, là, mais il faut peut-être aussi reprendre le contrôle de notre fameux 5 à 7. Là. Puis il y a plein de moyens d'y arriver. Bon, ça, c'est des images de la tournée. Là. Vous avez vu que c'était très joyeux. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est que les familles ont besoin d'aide dans la planification, que la préparation de repas sains, c'était vraiment pas simple. Donc, quand on veut parler de la transmission des habiletés culinaires, je pense qu'il faut aussi tenir compte de tous ces obstacles que les parents nous ont dit dans le cadre de ce sondage-là, parce qu'il ne faut pas arriver en disant oui, vous devriez tous les soirs de la semaine impliquer votre enfant à cuisiner. Quand on sait très bien comment ça se passe dans la réalité, il ne faut pas non plus culpabiliser. Donc, je pense qu'il faut aider outiller les parents dans les obstacles qu'ils nous ont mentionnés, puis qu'après ça, peut-être que le reste, ça viendra plus facilement, tout en les sensibilisant à l'importance de la transmission de ces habiletés culinaires-là. Avec les résultats et les autres études dont Nancy nous a parlé, merci. Je pense qu'on a plein d'outils maintenant pour repartir dans nos lieux de travail, pour développer des choses pertinentes qui vont aller toutes dans le même sens. Il faut travailler de façon multisectorielle, c'est très, très important, et faire en sorte que notre message passe sans que ça soit culpabilisant pour personne, mais il faut au contraire que les gens se sentent valorisés dans ce qu'ils accomplissent et qu'ils se sentent considérés dans la réalité qu'ils ont à tous les jours en tant que parents. Donc, voilà, c'est tout. Merci.